La table raconte le point de départ. Il y a des tables autour desquelles on mange, d'autres autour desquelles on travaille. Et puis il y a celles autour desquelles on prend le temps. On s'y installe sans toujours savoir combien de temps on va rester. On y pose des objets, des cartes, des dés, parfois simplement les mains. Celle-ci de table ne sert pas seulement à jouer, elle raconte. Et avant d'être une table, il y a eu du bois, des planches brutes, des dimensions mal évaluées, des idées qui semblaient bonnes sur le papier et qui ne l'étaient plus une fois en face de la matière, du matériel et de mes capacités. Fabriquer quelque chose, ce n'est pas seulement appliquer une méthode, c'est faire des choix, sans toujours savoir s'ils sont les bons, c'est accepter de se tromper, de revenir en arrière, de faire des allers-retours qui paraissent interminables au demeurant, au magasin de bricolage le plus proche, sur internet pour vérifier 2-3 choses, faire des croquis de ce que l'on veut, de comprendre que certaines erreurs vont influencer tout le reste. Je ne suis pas bricoleur pour un sou, mais pourtant, c'est un apprentissage dans un sens. Et cette table s'est construite comme ça, lentement et en 6 mois, en m'obligeant à réfléchir à ce que je voulais vraiment, plutôt qu'à ce qui était le plus simple. J'ai fabriqué cette table sans avoir une idée très claire de ce qu'elle allait devenir. Je savais ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas d'un meuble de plus, je ne voulais pas d'un objet fonctionnel, neutre, interchangeable. Ce que je cherchais, c'était aussi un lieu, un endroit qui existe, même quand on ne s'en sert pas. Un endroit qui garde quelque chose de ce qui s'y passe. Une table qu'on peut ouvrir, qu'on peut refermer, une table qui accepte qu'une partie reste en suspens, qu'on puisse s'arrêter au milieu et revenir plus tard, sans avoir tout effacé. J'aimais l'idée qu'elle garde une mémoire, une présence. J'aime les jeux de société depuis toujours, mais avec le temps, j'ai réalisé que ce qui m'attirait le plus n'était pas tant les règles, pas tant gagner ou perdre, que ce qui se passe autour et pendant le jeu. Les moments d'installation, les moments où personne ne parle, concentré dans sa stratégie ou parfois même de juste essayer de comprendre ce que l'on vient de lire ou d'écouter des règles, les moments où tout le monde parle entre eux pendant qu'une personne s'évertue à expliquer, faisant de cet instant un moment de pur chaos assez comique, les moments où quelqu'un hésite plus longtemps que prévu, ceux où les éclats de rire fusent et des moments de tension aussi. Et parfois, je joue seul. Pas pour optimiser, pas forcément pour gagner, même si on ne va pas se cacher, ça fait plaisir. Je joue seul pour voir ce que le jeu me renvoie quand il n'y a personne pour me regarder. Et dans ces moments-là, le jeu devient presque un miroir. Il révèle autre chose. Une manière de penser, une manière d'attendre, une manière de lâcher prise. Petit disclaimer à ce moment du podcast, car en parlant du jeu solo pour désigner des jeux de société, avec des gros guillemets, je tiens à vous partager quelques pensées et je serais ravi d'avoir vos retours si vous souhaitez m'en faire en commentaire, que ce soit sur ce sujet-là ou bien tout le reste d'ailleurs. Le jeu en France, que l'on nomme communément de société, est plutôt un terme historique. C'est à la fois un terme culturel, marketing et grand public qui s'est imposé avec le temps. À l'origine, l'idée était simplement de désigner des jeux pratiqués en société, donc à plusieurs autour d'une table. Personnellement, je trouve qu'on peut se demander si ce terme fait encore vraiment sens aujourd'hui au regard de l'évolution des pratiques. De l'autre côté, le terme « jeu de plateau » est souvent utilisé aujourd'hui par les passionnés, pour être un peu plus précis. Mais il a aussi ses limites, puisqu'il pourrait exclure toute une partie du monde ludique. Les jeux de cartes, d'ambiance, les jeux abstraits qui n'utilisent pas forcément de plateau, même si dans la pratique, on voit tous à peu près de quoi on parle. On pourrait alors imaginer utiliser le terme de jeu de table, et ce serait finalement assez logique. Des jeux qui se jouent sur une table ou autour, avec du matériel, que l'on soit seul ou à plusieurs. Mais là aussi, ça peut coincer. L'histoire du jeu pourrait nous rattraper. Historiquement, en France et en Europe, les jeux de table
désignait déjà une famille de jeux bien précise au Moyen-Âge. Dans les classifications médiévales, on distinguait souvent 3 grandes familles. Les jeux de stratégie pure, comme les échecs, les jeux de hasard, comme les jeux de dés, et les jeux de table, qui mélangeaient hasard et stratégie. Ces jeux-là spécifiquement utilisaient généralement un plateau en 2 parties symétriques, des pions et des dés, pour déterminer les déplacements. Le représentant le plus connu aujourd'hui est le backgammon, qui est en quelque sorte l'héritier légitime de ces jeux très anciens. Enfin, il est intéressant de noter que dans le monde ludique international, notamment anglophone, le terme dominant est tabletop game, qui englobe ainsi assez naturellement tout ce qui se joue autour d'une table, plateau, cartes, figurines, jeux de rôle. Bref, comme souvent dans l'histoire des jeux, les mots que l'on utilise aujourd'hui sont le résultat d'une longue évolution culturelle, et ils ne sont pas toujours parfaitement logiques. L'exemple donc plutôt parlant, c'est d'un jeu de société qui se joue et s'incarne en solo. Fin du disclaimer, et on reprend là où on en était. Alors concrètement, ça va ressembler à quoi tout ça ? Ici, durant d'autres écoutes, je ne raconterai pas comment une partie se déroule, pas vraiment. Je ne parlerai pas de stratégie, ou peu. Je raconterai le jeu en lui-même, comme si on le vivait, sans nous perdre dans des détails visuels que l'on ne peut voir et sans nous encombrer avec des points de règle qui viendraient peut-être polluer l'immersion. Je raconterai aussi ce que le jeu laisse une fois refermé. Aussi, quand le jeu s'arrête, il y aura l'atelier de la table, un autre espace, un autre rythme et des projets en cours. Une maquette de bateau en bois qui avance morceau de bois par morceau de bois, des figurines de jeux de plateau à peindre lentement, sans urgence, pour prolonger chaque partie par une immersion supplémentaire. Et bien sûr, transmettre comment j'ai pu créer la table. Les activités à l'atelier, ce sont des gestes différents mais le même rapport au temps. Faire quelque chose de ses mains, ce n'est pas que produire, c'est habiter le temps autrement. C'est accepter que certaines choses ne prennent sens qu'une fois terminées, ou parfois jamais vraiment. La table raconte version podcast, ce n'est pas un podcast pour apprendre à jouer. Ce n'est pas non plus un tutoriel pour apprendre à créer une table de jeu, pas un podcast pour apprendre à peindre ou à monter une maquette. C'est un petit peu tout ça à la fois. C'est un endroit où on prend le temps d'écouter ce que les jeux, les objets et les gestes nous font vivre et laissent pendant et après coup. Des épisodes très courts, simplement pour parler d'un sujet, et d'autres plus longs. Si tu es là pour aller vite, ce n'est sans doute pas le bon endroit pour toi, à moins que cela te permette de ralentir un peu. Mais si tu as envie de prendre le temps, d'écouter ce qui a été, ce qui est et ce qui reste quand on referme la table, alors elle est ouverte. Bienvenue dans la table raconte.